Alors, pour commencer cette journée, je vais vous présenter le premier intervenant. Donc, c'est Damien Brever, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain. Ses thématiques de recherche sont surtout orientées sur les processus psychologiques dans la formation des bonnes et des mauvaises habitudes, que ce soit par rapport aux athlètes élites ou alors pour des problématiques d'addiction. Il est aussi psychologue au Centre d'aide à la performance sportive. Donc, justement, son intervention sera très certainement avec ce lien entre recherche et pratique. Et donc, il va vous présenter une illustration d'un cas anxieux et de voir comment on peut maximiser l'efficacité d'une thérapie par exposition. Donc, je laisse la parole à Damien. Merci Guillaume. Alors, lancer. Il y a une télécommande, je peux la mettre, à la limite, je peux mettre ma clé USB. Switcher les slides. Sinon, je switch les slides sur le keyboard. Qu'est-ce que je peux faire? Bonjour à toutes et tous, hein. Donc, je suis ravi d'être ici encore une fois un samedi matin durant les vacances, mais j'avais oublié à quel point la ville de Lille était aussi jolie. Donc, c'est bien. En tout cas, je ne regrette pas d'être venu ne fût-ce que pour ça. Donc ici, effectivement, hein, j'ai le plaisir de vraiment de participer à ces journées qui sont extrêmement importantes pour souligner l'importance de la santé mentale chez notamment ici le sportif, les athlètes de haut niveau, et pour spécifier également, hein, le type d'intervention, ici en l'occurrence des interventions psychologiques qu'il est possible de faire pour prendre en charge des athlètes de haut niveau. Et ici en l'occurrence, je vais prendre un exemple d'un athlète que j'ai eu il y a 3 ans. Je vais changer les slides comme ça. Et qui venait avec une demande, en tout cas dans un deuxième temps, quand on a concrétisé sa demande, d'anxiété. Donc, comme on le sait tous et toutes, quand on est sportif de haut niveau, hein, comme vous l'avez dit, hein, c'est cette balance entre la performance, le fait d'être solide, d'être costaud, et de pouvoir gérer des moments voilà, qui sont un petit peu plus difficiles. Donc, on est constamment confronté à des défis, à des challenges, de progresser, d'exceller, et c'est comme ça. Le souci, c'est quand ça tangue de trop et que la compétition devient une menace, où il y a un aspect de stress, d'anxiété, mais qui est vraiment, comme je l'appelle, débilitant. Donc, il va être vraiment associé à une diminution, une annihilation par rapport à la performance. Et donc, là où c'est problématique pour les athlètes de haut niveau, à court terme et à long terme, c'est que ce ressenti d'anxiété, associé donc carrément de la peur, hein, d'être, euh, d'être face à la compétition, bah, il est associé à des diminutions de performance sur le court. Et sur le long terme, on a une diminution d'accomplissement de l'athlète, ce qui peut amener parfois à de l'abandon. Ici, moi, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un jeune sportif dans un pôle espoir basket. Et il y avait vraiment un gros enjeu là, hein, où il était un moment où il avait réalisé de très très bonnes performances, énormément médiatisé. C'est ça qui a fait en sorte que ça a augmenté son niveau d'anxiété, et avec un côté où il était complètement perdu. Je vais virer ça parce que on a le réflexe. Donc, ici, je vais vous présenter un cas d'un papier qui a été publié l'année passée dans le Journal of Applied Sport Psychology. Donc, si vous voulez un petit peu plus de détails, le papier a été publié. Et donc, première chose que l'on fait, en tout cas moi, la manière dont je travaille, c'est la concrétisation, évidemment, du problème psychologique. Parce que la personne, elle peut venir avec une demande, et si on gratte pas un petit peu, on ne sait pas comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider. Donc, ce qui m'a été décrit par l'athlète,
Vraiment, hein, c'est ce côté où, à travers différentes questions, hein, cette peur de ne pas pouvoir faire face aux attentes, il ne peut s'empêcher de se voir rater des actions. Évidemment, il ne vient pas avec ça directement. C'est pas, il n'a pas un niveau d'insight aussi développé. Il faut poser des questions. Là, je vous résume un entretien d'une heure en quelques secondes. Mais dans mes notes, en tout cas, c'est comme ça, c'est ce que je retiens. Sentiment d'être bloqué, comme il dit, all over the place, parce qu'il était aux États-Unis. Donc, on parlait beaucoup d'anglicisme aussi. D'un point de vue de sa vie au niveau général, et quelqu'un, hein, comme beaucoup de sportifs, beaucoup de ressources, hein, des gens qui sont ici, il y a beaucoup de collaboration dans le suivi. C'est quelqu'un qui se définit comme plus ou moins bien dans ses bottes dans sa vie. Pas de problème de sommeil également. Donc, il y a un aspect d'anxiété qui reste. Voilà, moi, je vais vous illustrer un cas, entre guillemets, parfait. Ok. C'est pas comme ça que ça se passe tout le temps. C'est pour ça qu'on l'a utilisé ici pour publier le papier. Parce que voilà, c'était vraiment un chouette cas par rapport à ce que je vais vous présenter. Et donc ensuite, typiquement, ce qu'on fait pour avoir un peu plus d'informations, pour pouvoir sur quelle corde, dans un premier temps, savoir sur quelle corde on va tirer, on va concrétiser un petit peu plus la distinction des différentes composantes du problème psychologique. Donc, on va s'intéresser à ses émotions, à ses sensations corporelles, associées ou non à des aspects émotionnels, à ses comportements, qu'est-ce qui se passe, à comment ce qu'il interprète les situations. Et donc là, ici, je vous ai mis un exemple du score d'un questionnaire qui s'appelle le Sport Emotion Questionnaire, que je lui ai fait passer à la deuxième session. Tiens, est-ce que tu pourrais Il avait 2, 3 matchs par semaine et je lui ai dit, ben, avant un match, est-ce que quand tu as le temps, je lui ai fait un petit questionnaire en ligne, quand tu as un petit peu de temps pour toi, mais juste avant la compétition, si tu sais, est-ce que tu sais remplir ce questionnaire? Et ben, c'est pour ça que je vous parle d'un athlète anxieux, parce que d'un point de vue quantitatif, évidemment, les mesures quanti, elles ont plein de limitations, mais parfois ça peut être utile souvent pour concrétiser certains aspects. Bah, ça score très haut au niveau de l'anxiété, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a d'autres dimensions également qui sont présentes, notamment l'excitation, mais bon, anxiété, excitation, stress, on est sur des dimensions qui sont un petit peu communes. Donc, il y a clairement un score très élevé. Alors, est-ce qu'il est vraiment anxieux? Est-ce que c'est l'interprétation du fait qu'il est dans un entretien qui fait qu'il score haut? Évidemment, il y a plein de limitations à ça. Mais on a un score, ok, qui permet qu'on partage avec l'athlète. Ça permet également de concrétiser sa situation. Ça permet également parfois pour les anxieux d'amener un certain aspect contrôlable aussi. OK, on concrétise ma situation, je suis en train d'avancer. Et donc, au niveau du sentiment émotionnel, donc ici, hein, c'est vraiment cette anxiété qui était mis en avant, avec également des sentiments, des émotions de frustration, de colère parce qu'il ne performe pas bien. Au niveau des sensations corporelles, c'est sensations de tension, de faiblesse aussi. Donc, pas une bonne activation optimale. Pendant la compétition, il se sent faible au niveau de ses comportements, faible intensité dans la réalisation de l'action. Donc, moi, j'oriente fort les entretiens là-dessus. Pour toi, c'est quoi réaliser une action optimale? C'est quoi ton style de jeu? Et dans ce qu'il me décrivait, c'était voilà, il y avait quelque chose au niveau de l'intensité, qui se passait pas top. Et là, au niveau des cognitions, là, c'est ce qui est le plus intéressant. En tout cas pour moi, c'est je fais l'action sans être dedans. Je ne peux m'empêcher de me voir rater mes actions. J'ai une peur de ne pas pouvoir faire face aux attentes placées en moi. OK, il y a clairement quelque chose où il réfléchit de trop sur des choses qui sont peut-être pertinentes, mais on voit clairement que il y a des interprétations, il y a un style cognitif qui n'est pas optimal pour un sportif de haut niveau. Ça ne veut pas dire que ce pas des bonnes questions, qu'on ne peut pas se poser ces questions, mais là, ici, c'était associé à assez de souffrance psychologique pour demander un suivi. C'est ça qui est important. La personne, elle vient et elle est en demande, on concrétise quelque chose et on avance sur des objectifs thérapeutiques. Donc, au niveau, ce que j'essaie de faire un maximum de fois, et évidemment, encore une fois, c'est un cas optimal, on ne peut pas faire une conceptualisation de cas processuels, de problèmes psychologiques à chaque fois chez tout le monde, pour une raison ou une autre, parce que parfois, il n'y a pas assez d'informations, parfois parce que le suivi s'arrête après 2, 3 entretiens, parfois, on fait un entretien tous les 3 fois. Mais ici, il y a
je pense que c'est super important, non seulement pour nous en tant que thérapeutes, mais également pour partager avec le patient la concrétisation de son problème psychologique sous forme processuelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, quand on veut comprendre la dynamique du problème psychologique, on va essayer de mettre en évidence un processus psychologique. Là, ici, l'athlète en question, il évitait de prendre des shots. Il faisait des passes. Il prenait des shots ou alors ouverts parce qu'il était obligé, mais avec pas une bonne intensité. Donc, c'est ce qu'on appelle l'évitement expérientiel. Je prends pas de shot, je fais une passe, au moins je suis pas stressé. Okay. Donc, à court terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se fait son petit match tranquille, mais après le match, on n'est pas content de soi. OK. Donc, moins de ressenti de stress, de peur, mais conséquences différées, ben, déclin de la performance sportive, insatisfaction et conséquences chroniques, ben, c'est ce qui me, plutôt sur le long terme, c'est ce qui me témoigne, hein, mal-être, sentiment d'aliénation. Donc là, on ne se sent plus appartenir à son sport et un bas niveau des besoins psychologiques fondamentaux. J'avais fait passer un questionnaire également, donc c'est les besoins, ce besoin d'autonomie, de se sentir compétent et compris par l'autre. Ils étaient assez bas chez cet athlète. Donc, au niveau du problème psychologique, voilà, on a cette demande, hein, donc avec une intensité inappropriée du ressenti d'anxiété. Donc, ça ne veut pas dire, ici, c'est très important le wording. L'anxiété, c'est pas quelque chose qu'il faut éviter. C'est juste qu'ici, là, il y avait un ressenti d'anxiété qui n'était pas optimal, associé à une faible qualité de l'expérience lors de sa performance. Et donc, les déclencheurs, donc c'est très important, c'est sur quelle situation on va travailler. C'est, pour faire simple, à chaque fois qu'il a la possibilité de prendre une responsabilité d'un point de vue offensif dans son jeu. Exemple, des shots à 3 points. Okay. Et le facilitateur, comme je vous dis au tout début de la présentation, ce qui a déclenché le contexte qui a fait monter la pression, c'est une médiatisation d'une de ses actions. Il a fait un 360 en dunk absolument incroyable. C'était retransmis dans tous les réseaux nationaux au niveau dans un pays. Euh, et, euh, et c'est une hypothèse, mais en tout cas, c'est de là qu'il y a eu une ultra-centration sur la performance. Il y a eu un truc qui l'a dépassé. Il y a eu il a l'impression de courir derrière le wagon. Là. Il y a quelque chose qui est pas bien calibré au niveau de sa performance par rapport à ce contexte. Donc ça, c'est super important. C'est quel type d'action et c'est quoi le contexte autour. Pas définir l'athlète comme anxieux en soi, comme quelqu'un d'évité en soi, mais de comprendre ce qu'il se passe. Et donc, ici, je vais vous parler un petit peu de la thérapie par exposition basée sur l'apprentissage par inhibition. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc un samedi matin là je viens juste de boire mon café, là, fais-moi la paix. OK. Donc, on a un athlète qui a, dans sa situation de compétition, une occasion de prendre ses responsabilités. Prendre un shot à 3 points, un shot de longue distance. Cette situation, elle est identifiée comme danger. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Okay. L'idée ici, c'est de ne pas virer complètement ce type de mécanisme de pensée. C'est normal d'avoir ce type de pensée. Il y a un challenge, il y a de l'enjeu, mais ça tangue un petit peu moins. Et pour que ça tangue un petit peu moins, on va essayer, on va mettre en œuvre un nouvel apprentissage, de sorte que la situation devienne ou redevienne quelque chose qui soit associé à des aspects d'anticipation beaucoup plus positifs. C'est faisable. En fait, sur quoi je dois me centrer? C'est quoi, pour moi, de manière optimale, un shot à 3 points? C'est ça l'apprentissage par inhibition. C'est pas diminuer nécessairement la réponse d'anxiété. C'est désapprendre un ancien apprentissage et apprendre une nouvelle association. Et ça, ce type de mécanisme, il contraste avec le type de thérapie par exposition usuelle par habituation, où on va attendre, on va d'abord exposer l'individu à un type de situation bas au niveau d'anxiété, on attend que ça s'abaisse, et puis après, on passe au deuxième niveau, au troisième niveau, au quatrième niveau.
Ça ne va pas pour deux raisons ici. Première chose, la littérature, au niveau des thérapies par exposition, nous démontre que agir de manière graduelle comme ça, c'est moins efficace que de faire des expositions qui vont un petit peu dans tous les sens, de randomiser l'intensité. Pour différentes raisons. Mais également, le deuxième que je vais vous expliquer, évidemment, le deuxième point très important, c'est que c'est impossible de faire ça avec la compétition sportive. On ne va pas dire, OK, on va changer le programme, on va d'abord te faire jouer contre une équipe faible, ça va? Et puis après, une équipe modérée, puis si tout va bien, c'est parti. OK, et puis on va demander que tu sois en finale. Non, c'est pas comme ça. Donc c'est une dynamique aussi, l'exposition par inhibition, qui allait très très bien, qui s'accommodait très très bien avec la dynamique inhérente de la compétition sportive. Donc ici, on ne va pas essayer que l'athlète soit moins anxieux nécessairement au départ de la thérapie. Évidemment, à la fin, c'est notre but, mais on va même rechercher des contextes qui sont challenging. Ce qu'on va challenger, c'est sa manière de fonctionner, sa manière de penser durant ces situations. Et donc, comme je l'ai indiqué, hein, ici, c'est une exposition qui va être menée en variant les contextes d'anxiété, la durée, le niveau d'intensité, la hiérarchie de peur. Et donc, il y a des méta-analyses, des revues de littérature qui ont mis en évidence qu'avec des personnes qui sont anxieuses, des personnes tout venant, quand elles s'exposent à des situations qui diffèrent au niveau de la durée, des intensités dès le départ, elles ont davantage tendance à généraliser leur apprentissage plutôt que des thérapies par exposition, par habituation, où en fait ça tombe à l'eau très rapidement, étant donné que on apprend un nouvel apprentissage dans un contexte un petit peu safe. Comme ça. Et donc, la thérapie par exposition, il y a très peu de littérature sur ce sujet dans le sport de compétition, parce que généralement, c'est des thérapies qui se basent sur de l'entraînement. Donc, des moments, en fait, on peut contrôler les choses. Et ça, c'est très bien, hein. On peut moduler le contexte d'entraînement pour mettre un peu plus de pression, pour que ça soit un petit peu challenging, mais ce ne sera jamais la même chose qu'une compétition, évidemment. Donc, thérapie par exposition, par habituation, euh, il y a en tout cas très peu d'informations, très peu d'études là-dessus, et à juste titre dans le domaine du sport, parce que c'est pas quelque chose qui matche bien avec le contexte de compétition. OK? Alors, deux grands principes de la thérapie par exposition, ça va être premier principe, la violation des attentes. Quand vous avez un athlète de haut niveau, c'est quand même pas nul. Il n'est quand même pas arrivé à ce niveau-là pour rien. Donc, quand il dit j'ai peur de tout rater, les anxieux, il va y avoir à chaque fois une surévaluation de la situation. C'est oui, mais il voit toujours le pire. Donc, dans un premier temps, la thérapie, ça va être simplement d'aider la personne à identifier des situations où ça va quand même bien. Donc, ça va violer déjà ses attentes, ses anticipations anxieuses. Ah oui, en fait, ouais, c'est pas tout le temps, c'est pas 100%. De temps en temps, ça va quand même. OK? Mais bon, s'il vient vous voir, c'est quand même qu'il y a des moments où ça va pas. Où, comme j'ai dit, il y a des évitements expérientiels. C'est pas optimal au niveau de sa performance. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand when bad things do happen? Euh, Lorsqu'il y a quelque chose où on prend son shot et qu'on rate son shot, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est vraiment catastrophique? Est-ce que c'est vraiment si différent un shot raté qu'un shot marqué? On revient un petit peu sur les bases. On se dit, OK, tu es anxieux, tu vois les choses qui sont extrêmes. Mais concrètement, comment ça se passe? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence? Donc, c'est vraiment ancrer l'athlète dans une curiosité. Quand on est anxieux, on est comme ça, on est en puissance acquise, on dit oh non, et puis il y a plus, j'ai un contrat, et dit là, là, là. Et on voit plus, on perd un petit peu ce côté. Mais au final, la performance, c'est quoi? C'est comment tu te définis, comment tu te déclines. Est-ce que le fait de rater une action, des actions, empêche nécessairement le fait de faire un bon match? On ne lui demande pas son avis là, hein. C'est basé sur l'expérience. OK, prochain match, tu veux bien, on va réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce que tu as appris?
On reviendra, je vais vous montrer le type de questionnement et de réponse qu'on peut obtenir d'un athlète avec ce type de, de, de soubassement théorique. Et donc, ici, c'est vraiment amener l'athlète à comprendre que les états de peur, d'anxiété, hein, doivent être perçus comme représentatifs d'un large éventail de réactions émotionnelles que l'athlète est susceptible de vivre tout au long d'une compétition. Pas seulement de le comprendre rationnellement, sémantiquement, mais de le vivre aussi. Voilà. Alors, tout ça, c'est très bien, mais comment ça se passe concrètement? Alors, vous allez voir que ça fait un peu interview très directif comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Quelle probabilité? On ne parle pas que de ça dans l'entretien. Ici, je vous résume quelques questions dans un entretien 30-45 minutes. Mais au niveau des questions qui sont liées à la thérapie par exposition par inhibition, on est là-dedans. Thérapeute, par exemple moi, quel est votre objectif? Et on va poser ces questions avec nous dans notre tête, dans notre soubassement théorique. OK, j'ai un petit peu les composantes de base de l'exposition par inhibition. Et vous pouvez prendre un petit peu d'autres éléments qui vous bottent en tant que thérapeute. Moi, j'aime bien travailler avec le concept de flow. Donc, c'est cet état optimal de performance où on est vraiment dans un état où on arrive à, à relever les challenges et on est dans un truc presque qui est assez incroyable. Euh, Là, ici, je ne veux pas que mon athlète ultra anxieux, je ne vise pas un état de flow directement. Ce qui est intéressant avec la mesure de flow, par exemple la short flow scale que j'utilise, c'est dimensionnel en fait, c'est pas binaire. Donc vous avez un score qui varie entre 9, je pense, et 45. Ce qui va m'intéresser, c'est ce côté optimal de performance, comment est-ce qu'il va évoluer au fur et à mesure de la thérapie. Est-ce que la personne va être capable de pouvoir se centrer sur l'action, de pouvoir retrouver un petit peu de plaisir? On ne vise pas le 45 sur 45, mais s'il peut passer de 19 à 23, 24, et quand ça redescend, en fait, c'est intéressant aussi. Donc, ça va vous donner des informations sur ce que vous voulez modifier. Et donc, ici, l'objectif, euh, c'est réaliser une action optimale, prendre plus de shots à 3 points, donc prendre des shots à 3 points lorsque j'en ai l'occasion. Il y avait d'autres choses aussi, mais c'est juste une illustration. Donc, la correspondance avec l'exposition basée sur l'inhibition, ça va être la variabilité du contexte. Mes shots à 3 points, je vais les prendre dans différents contextes, mais je vais les prendre dès que j'ai la responsabilité. Correspondance avec une dimension de flow, ça va être par exemple la sous-composante, les objectifs clairement définis. Quand on est dans une expérience optimale de performance, on a des objectifs qui sont clairement définis. On n'est pas genre, ouais, je vais faire un bon match. L'autre question, très important. Là, on va commencer à jouer avec. Allez, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire dans cette situation? C'est ce genre de truc. L'athlète, il y pense tout le temps, mais lui-même, mais pas en face à face, en interaction avec une autre personne qui est là pour vraiment comprendre. Ça, c'est thérapeutique en soi. Que je rate tous mes shots. Ça fait 2 entretiens que j'arrête pas de le dire. Que je rate tous mes shots, que je perde confiance et sorte mentalement du match. Ok. Bon, je vous avoue que la phrase est un petit peu bien tournée. Parfois, il y a un petit peu des mots grossiers qui sortent, des choses comme ça. Ouais. Correspondance avec l'exposition basée sur l'apprentissage par l'inhibition. Ici, ça va être l'identification des attentes. C'est pas suffisant qu'une personne dise que je fasse une mauvaise performance. Non, non, concrètement, c'est quoi? Tu dis que tu es anxieux, mais sur quoi exactement? C'est quoi la situation, les situations exactes? Euh, Quantifier aussi, sur une échelle de 0 à 100, c'est quoi la probabilité que tu rates tous tes shots? Ben, 30% que je rate tous mes shots, 60% si je rate quelques shots. Ah, c'est intéressant, c'est pas 100%, donc. Ah ouais, c'est pas 100%, mais bon, c'est 60%. Ouais, mais c'est pas 100%. Ah ouais, c'est vrai. Hmm. Hmm. Ah, qu'est-ce qui pourrait se passer de mieux? Ouais, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de penser à ça. Ok. Qu'est-ce qui pourrait se passer de mieux? Bah, que je marque tous mes shots, évidemment, et que je reçoive des encouragements du coach, mes coéquipiers, le truc parfait, quoi. Euh, et donc, ici, on va se centrer sur la violation des attentes, un côté où je suis anxieux et les choses se passent différemment. Le flow, ça va être, je relève un challenge, j'ai un feedback immédiat. Et sur une échelle de 0 à 100, quelle serait la probabilité? 20%. 20%. Il avait sorti 20%.
Donc, c'est pas zéro. Ouais, 20%. Ouais, c'est 20%. OK, c'est 20%. OK. Quel est l'objectif ici maintenant sur nous, ce qu'on va travailler au niveau du processus thérapeutique, sur la qualité de l'expérience? C'est ça que je vise. C'est augmenter la qualité de l'expérience. Dans ma tête, je dis réussir, rater, on s'en fout. Il est bon, ça va réussir. Mais dans un premier temps, c'est augmenter son bien-être, sa qualité de performance et sa qualité d'expérience, et évidemment, in fine, pour une augmentation de la performance. Eh ben, réaliser un mouvement optimal lorsque je prends mes shots à 3 points, lorsque j'en ai l'occasion. Évidemment, on a pris 5-10 minutes durant l'entretien de dire, OK, au niveau des conditions, au niveau des émotions, au niveau de ressenti corporel, qu'est-ce que pour toi, c'est quoi prendre un bon shot? Et donc, ça va être, ici le résumé, réaliser parfaitement mon enchaînement de shots et visualiser la trajectoire. OK. Donc, concentration sur la tâche. Et donc, sur une échelle de 0 à 100, quelle est la probabilité que tu réussisses à faire ça? Et là, ici, on retrouve tous ces acquis d'expertise, et là, il dit 90%. Hein. Donc, ça veut dire que si on oublie le côté de réussir ou rater, 90% que tu réalises une bonne action, en tout cas un enchaînement d'actions optimales. Pas mal, ça. Et quel est le niveau de plaisir durant la réalisation de l'action? Ben, élevé parce que c'est... Et là, on revient sur des aspects de valeur, d'identité, parce que ouais, j'ai toujours shoté comme ça. Et là, on revient un petit peu, ne fût-ce que dans juste le questionnement du type de mouvement. On se donne un petit peu d'air au niveau de l'entretien et on peut revenir sur des dimensions de plaisir. La séance 4, ici, c'était la séance suivante. Ah, alors, évidemment, dans un entraînement. Il s'est passé quoi? Bah, j'ai pris mes responsabilités quand l'occasion se présentait. J'ai marqué 2 de mes 3 shots à 3 points. Et ce que vous craignez de pire, c'est-il produit? Ben non, j'ai pu réussir ces actions. J'ai pu réussir ces actions. Donc pas 2 sur 3, 3 sur 3. J'ai pu prendre des bons shots 3 fois sur 3. Et j'ai réussi 2 sur 3 aussi, c'est important. Il ne faut pas oublier, c'est des compétiteurs. OK. Ce que vous espériez de mieux, ce type de produit, moyennement. Je suis content de ne pas avoir hésité, d'avoir pu prendre mes shots, ça faisait longtemps, mais je reste encore trop influencé par de mauvaises actions, surtout quand je perds la balle et que je dois enchaîner par la transition défensive. OK, donc next step, ça va être mes attitudes au niveau défensif. OK, le 3 points, on a débloqué le niveau, on va passer à l'étape supérieure. Qu'avez-vous appris? Ça, c'est la question la plus importante. C'est au niveau de la violation des attentes avec des anxieux, même quand les choses se passent pas bien. Si les choses se passent pas bien, mais pas de manière aussi négative qu'anticipée, il y a un écart. Et c'est sur cet écart-là qu'il faut insister parce que c'est associé à un apprentissage. L'apprentissage, dans la vie de tous les jours, il se base parce qu'on n'arrête pas de se gourer, de manière positive ou négative. Si vous faites les choses parfaitement, vous apprenez pas. C'est horriblement chiant. OK. Et ça, souvent, on a l'habitude d'oublier cet aspect-là. En sport de compétition, on rate quand on est très bon 1 fois sur 2. Et on apprend beaucoup. Qu'est-ce que vous avez appris? Je dois jouer mon jeu, que le fait de rater une bonne action n'est pas vraiment raté. Objectif pour la prochaine exposition. Prochain match, c'est comme une bonne équipe. Donc, voilà, ça va être challenging, on ne choisit pas. On se met un autre objectif. Euh, que pourrait-il se produire? Je vais me concentrer sur la réalisation optimale de mes actions, prendre du plaisir. Et là, on peut travailler ici sur des techniques typiques en psycho du sport, des mots déclencheurs, des trigger words, où c'est des mots qui vont être associés, très brefs, qui vont être associés à une attitude psychomotrice. Donc, par exemple, ici, pour l'enchaînement offensif-défensif, il aimait bien, l'athlète, utiliser ce mot next. Ça lui permettait directement de passer à la transition, à l'autre action, et à se centrer sur la bonne chose, sur les bonnes attitudes, les bonnes actions offensives et défensives. Donc, vous pouvez allier ce mécanisme d'exposition par inhibition avec différents frameworks théoriques et d'intervention, évidemment. J'en suis où au niveau du temps? OK. Donc, je termine, en l'occurrence. Et donc, sur les autres séances, on est vraiment sur progressivement une augmentation du niveau de bien-être. Ici, rapidement, attention aux rituels. Les rituels, essayez de bien les comprendre, surtout chez les personnes anxieuses. Est-ce que le rituel superstitieux ou pas superstitieux, il est fait pour mieux se concentrer durant la tâche, mieux s'engager dans la performance, ou
il est là pour éviter un stress. C'est ce qu'on appelle un signal de sécurité. Il vaut mieux générer en fait des signaux de rappel, donc où le rituel va être utilisé ici pour se dire, OK, let's go, j'y vais, je m'engage de manière optimale dans l'action. Okay. Et ça, c'est très subtil. Il faut faire très attention, pas trop jouer là-dessus au début des entretiens, parce que généralement, c'est la béquille utilisée par l'athlète. Donc, essayez d'identifier ces aspects-là de sorte qu'ils puissent utiliser des contextes, ritualiser un petit peu et se souvenir de pour se souvenir de ce qui est fait dans la thérapie. Voilà. Donc, utiliser un rituel pour susciter un engagement total dans l'action et non pour se distraire de la réaction émotionnelle aversive et indésirable. Et donc, ça demande d'aller voir les matchs, de se déplacer, parce que c'est très subtil. Et souvent, c'est la limitation qu'on a souvent quand on travaille avec des athlètes extérieurs. Donc, c'est une approche qui peut s'intégrer avec, par exemple, des thérapies de type acceptation, engagement, parce qu'on est sur l'acceptation du fait de se sentir mal, que c'est OK de se sentir mal, que ça peut être associé aussi avec des autres ressentis optimaux. On n'essaye pas de supprimer ces ressentis, mais on les accepte, et on les accepte en fait par un ancrage, un réancrage vers une réalisation optimale d'action. Je vais un petit peu vite ici, mais je vous ai mis des petits screenshots de deux vraiment bouquins que je trouve assez bien au niveau des, pour la pratique. Indice d'efficacité de l'intervention. On peut voir que les scores, si moi j'ai utilisé le Sport Emotion Questionnaire, que l'anxiété, elle diminue. Le flow, il augmente un petit peu. Voilà, c'est une information quantitative que vous pouvez avoir. Il y a également, vous pouvez aller voir les stats aussi, hein. Par exemple, le nombre de shots à 3 points qui a été mis. Donc, moi, c'était un athlète de niveau, donc j'avais la possibilité d'avoir ces stats. C'est juste une indication de l'efficacité de l'intervention. Qu'est-ce qui est evidence-based? Vous, votre expérience, vos supervisions et également l'aspect données robustes, donc qui peuvent être utilisées qui peuvent être réalisés et obtenus via via les questionnaires, mais avec évidemment des limitations. Est-ce que ce côté où est-ce que cette diminution de l'anxiété, elle est due à votre intervention, à ce que vous faites exactement, ou est-ce que c'est juste dû au fait que la personne, dès le départ, elle a envie de changer, qu'avec le temps, ben, les choses, elles vont mieux pour une raison XY, parce que vous, dans un entretien, dans une thérapie, ben, vous êtes chaleureux, vous êtes empathique, vous avez des attitudes thérapeutiques qui font en sorte qui expliquent une grande partie du, euh, du résultat de la thérapie. Donc, prendre du recul par rapport à ça. C'est toujours le problème quand on présente des études de cas, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut délimiter ce qui marche de ce qui ne marche pas. Et donc ici, il y a d'autres limitations plus précises, au niveau de la mise en place de l'exposition par inhibition, notamment le fait que je ne pouvais pas avoir les signaux de sécurité étant donné que ici la thérapie s'est faite en ligne et j'ai pas su aller voir les matchs. Donc il y avait certains aspects de la thérapie par exposition par inhibition qui n'ont pas pu être réalisés de manière optimale. Et enfin, donc ici c'est vraiment, et je vous mets le print screen d'un handbook ici beaucoup plus de recherche fondamentale que je trouve assez exceptionnel. Ce côté de moi, je travaille beaucoup avec ce côté de embodied cognition et active cognition, donc des cognitions incarnées qui font écho, qui essaient de comprendre non seulement le rapport que la cognition doit être une mesure d'une interaction entre l'individu et son environnement. Donc la cognition n'existe pas en soi, c'est pas juste un cerveau que l'athlète n'est pas un cerveau dans un bocal, c'est son corps, c'est la manière dont ils interprètent ces sensations corporelles, comment il interprète le contexte et comment ces activités cognitives peuvent nous donner des informations là-dessus. Donc, ça veut dire qu'on va essayer d'amener l'athlète dans une forme de réflexion ancrée dans un contexte, avec des aspects qui vont être plus automatiques, des aspects qui vont être plus délibérés, mais encore une fois, à chaque fois, dans une réflexion, une pensée qui est tournée vers la réalisation optimale de l'action. Je dis ça pourquoi, et j'ai envie de conclure là-dessus pourquoi. Parce que la pensée, c'est souvent l'ennemi, présenté comme l'ennemi de la performance. Pas nécessairement.
pas nécessairement. Il y a des moments où vous devez penser, vous devez vous entendre penser. Il y a des aspects stratégiques, il y a des aspects d'anticipation conscients qui sont extrêmement importants, mais ils doivent nourrir l'action. Et moi, j'aime bien cette phrase de Gallagher, un philosophe qui a écrit un des chapitres du handbook ici, c'est que la réflexion ne doit pas être déconnectée de la performance. Un expert, il doit savoir sur quoi réfléchir, quand réfléchir, et c'est ça et c'est une faculté, c'est une capacité, en soi. Donc voilà, et je pense qu'un bon moyen de travailler ces rationalités incarnées, c'est via les types de, de questionnements dont je vous ai fait part dans cette étude de cas. Désolé pour le délai, merci pour votre attention. Donc, Bah, merci Damien pour ta présentation très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation de Damien? Oui. Vous avez effectivement précisé que c'était un cas simple. oui. Voilà. Et si le cas n'est pas simple, la méthode, elle peut être appliquée ou pas. Ça peut peut-être prendre plus de temps, mais bon. Euh, Complexe. En fait, c'était déjà un cas complexe, mais dans le côté simple, ici, il a été simplifié d'une certaine manière pour pouvoir le présenter dans l'article scientifique. Mais comme je l'ai dit, là, je vous ai présenté peut-être 10-15% du contenu des entretiens. Bref, quand on est vraiment dans un cas extrêmement difficile, on ne va pas commencer à travailler l'anxiété de compétition chez un athlète qui subit du harcèlement. Euh, Chez un coach, on va dire, OK, allez, vas-y, on va te challenger. C'est bien que tu ressentes du stress. C'est pour ça que c'est super important de, de, à chaque fois, de toute manière, de pouvoir se, se faire face à cette complexité. Et moi, ce qui me permet de faire face à cette complexité, c'est prendre du temps, éviter de ce côté boîte à outils qu'on retrouve beaucoup en psycho du sport, concrétiser le problème, de quoi est-ce qu'on parle, euh, euh, quelle est la demande de la personne. Est-ce que on fait des hypothèses? Donc on se trompe quand on fait des hypothèses, on avance. Et parfois, c'est peut-être 5 sixième entretien qu'on met en évidence une, une sous-problématique dont l'athlète n'était pas capable de partager. Et donc parfois, ça peut être un point d'ancrage, de concrétiser quelque chose, de mettre en place une intervention et de se tromper. C'est bien de se tromper. C'est super cool de se tromper. C'est quand on va en supervision, on a plein de doutes et c'est important. Donc, moi la complexité, j'adore. Et c'est parce que c'est tout le temps comme ça. C'est pas possible de prendre en charge un athlète de manière simple. Ici, j'ai simplifié les choses pour pouvoir essayer d'augmenter la compréhension d'une intervention particulière. Mais d'un match à l'autre, de toute manière, ici pour l'athlète, il y avait plein d'autres choses qu'on a travaillé. Mais pour ce point précis de stress et d'anxiété, c'est une bonne, en tout cas, je trouve un champ d'application d'intervention psychologique qui peut être intéressant. Une longue réponse à votre question qui était essentielle. Oui. Donc, sur la thérapie, vous avez fait le focus sur la performance et le nombre de shoots. Sauf qu'on sait que chez un athlète, il y a tout un environnement qui peut être stressant, notamment vous avez parlé des attentes. Il y a les attentes du club, des managers, de l'entraîneur, du public, des sponsors. Et du coup, est-ce que ça a été abordé pendant vos entretiens? Et du coup, comment faire, comment l'athlète peut avoir un certain recul justement par rapport à ses performances et les attentes pour rester dans le plaisir? Donc, ça a été abordé non seulement donc le rapport à l'environnement qui est absolument essentiel.
dans le fait que celui-ci, l'augmentation de la pression a été notamment perçue au niveau des médias. Donc, pour l'athléticien en question, un manager qui était assez bon, assez conciliant, un coaching, voilà, c'était dans une université américaine, assez pragmatique. Donc, un côté où l'athlète, ce côté de compétition, de pression entre les pairs, il n'avait pas trop de problèmes avec ça, mais c'est quand même clairement à quelque chose d'ancrage qui était un composant de base dans la situation. Et quand ça a élevé un petit peu le niveau, c'est là que ça a été problématique. Mais de manière générale, euh, ce qu'on qu'on travaille beaucoup, on travaille beaucoup cet aspect-là avec des jeunes basketteurs, basketteuses dans des centres de formation, où souvent, ils vont avoir des problèmes avec des coachs, des coéquipiers. Et dans notre tête, on dit, oui, mais ça, c'est good luck hein, pour le reste de ta carrière, parce que ça, c'est un petit peu la composante par défaut. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les amener effectivement à recentrer sur des aspects qui sont essentiels. Donc, quelle est la bonne manière pour toi de réagir dans cette situation? Parfois, ça va être se centrer sur une performance. Parfois, ça va être peut-être renforcer des aspects d'affirmation de soi quand c'est beaucoup plus interpersonnel. Et encore une fois, s'il y a vraiment des gros soucis au niveau de l'environnement, des choses qui dépassent l'aspect d'intensité, on va dire, normale d'un stress ou d'une performance, comme par exemple voilà, des situations de harcèlement ou des choses comme ça, ben là, faut que nous, on prenne nos responsabilités par rapport euh, à quelque chose qui dépasse l'entretien même, quoi. Donc c'est clair qu'on va faire des entretiens individuels euh, qui, où on va essayer d'aider l'athlète à faire face, à s'adapter à des aspects interpersonnels. Euh, et ça, je pense que c'est super important. On peut aussi faire des aspects de cohésion d'équipe, mais quand on est en l'occurrence avec des athlètes qui changent de club tous les ans, tous les 2 ans, euh, je pense que c'est bien de travailler aussi sur voilà, les équiper par rapport à, à pouvoir faire face à ce type de situation. Par rapport vraiment à l'inhibition par exposition, en termes de durée, de fréquence, ça donne quoi une prise en charge classique, on va dire? C'était une des limitations. C'est qu'encore une fois, dans les protocoles avec des patients encore plus parfaits, et on peut choisir, comme on n'est pas dans la compétition sportive avec des anxieux, par exemple, des agoraphobes et tout, on peut choisir les contextes. Donc, on peut les faire encore varier, les hiérarchiser, et on peut rentrer dans presque du deep learning, quoi. Donc, tout dépend de l'intensité et du problème. Mais généralement, une fois qu'on commence à violer les attentes et qu'on apprend quelque chose, ça devient thérapeutique. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Après, combien de temps, comment, ça dépend aussi du cadre de travail. Si on est, par exemple, en Belgique, on a les psychologues de première ligne où on doit faire notre travail en 5-6 séances, et puis après, on doit réorienter. Je pense que ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Et avec des athlètes de haut niveau aussi, où là ici en l'occurrence c'était aux États-Unis la March Madness, donc c'était le mois de mars, il fallait être au top du top pour les drafts, donc il fallait des résultats d'une certaine manière assez concrets rapidement. Est-ce qu'on arrivait à un état optimal? Je sais pas, de toute façon ça change tout le temps, mais que ce soit pour le thérapeute ou le patient, c'est bien de voir un petit peu qu'il y a des choses qui bougent. Et ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Je pense que c'est rassurant aussi pour l'athlète d'avoir un psychologue qui est assez robuste aussi pour se dire, OK, ouah, tiens, ça marche pas, tiens, à ton avis, pourquoi? Et de rester curieux, que ce soit autant l'athlète que le thérapeute, et d'être armé par rapport à ça. Donc, on n'en sait rien. Évidemment, il y a des protocoles, mais c'est pour recherche fondamentale, pour recherche animale. Donc là, on